Voilà, donc je suis Gilbert Michel, j'ai 75 ans, je suis à la retraite depuis déjà pas mal d'années et durant toute mon existence, toute ma vie professionnelle, j'ai été instituteur, je m'occupais d'enfants qui étaient en difficulté scolaire. Je suis marié, j'ai 3 enfants et 8 petits-enfants qui s'échelonnent entre 21 et 1 mois. Voilà. Le belge désigne aussi bien la langue que la personne. Et donc je prendrai les définitions qui sont données par d'autres que moi. La première, ça viendrait du latin gallus, donc c'est le coq. Et donc c'est la dénomination que les Romains ont donnée aux Gaulois, qui a donné, donc c'est le même mot qui a donné la Gaule. Ce qui veut dire que nous serions peut-être nous, les derniers, comme disait Germain Muller, des derniers descendants de ces coqs gaulois. Alors une autre définition, c'est une définition plus germanique, ça viendrait de Wald. Donc ça, ce serait les Alamans qui auraient désigné une peuplade donc de la Gaule sous ce nom-là. Et on peut retrouver cette étymologie dans le mot wallon, dans les noms de famille Val, peut-être même Valbach, ou un village dans lequel j'habite. Voilà, en gros, les définitions pour... maintenant, tout est sujet. Quand on parle d'étymologie, hein, rien n'est défini, rien n'est certain. Voilà. J'ai appris l'alsacien lorsque j'ai fréquenté mes petits camarades au village. Et je suis donc de langue maternelle belge, puisque mes parents étaient originaires de la Baroche, tous les deux, mais qu'ils sont descendus de la Baroche pour aller dans la vallée pour questions professionnelles pour le travail. Donc je les ai entendus parler entre eux, toujours c'était le belge entre eux, sauf avec nous. Avec nous, c'était toujours le français, la langue française. Pour les raisons que tout le monde connaît, il fallait que les petits Français, les petits Alsaciens apprennent d'abord le français en priorité. Voilà. Mais le belge m'est resté dans l'oreille, je veux dire, je l'ai toujours eu. Même si je répondais lorsqu'ils me parlaient en patois, ça leur arrivait aussi, quand on se faisait engueuler, c'était souvent du patois, bien sûr. Et donc, mais je répondais toujours en français. Alors, je m'y suis mis. Dans les années 90, là, mon idée, c'était de faire d'abord une espèce de recueil pour raconter ce que nos parents m'avaient raconté, donc pour raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, comment on vivait dans le temps à la Baroche. C'était une vie très difficile, très dure. Et donc tout ça a été émaillé de mots de patois, etc. Et je me suis vraiment mis au belge pendant les 2 dernières années de vie de mon père, qu'on a été obligé de placer, et il ne me parlait plus qu'en belge. Tout ce qu'il me disait, c'était du belge. Et donc je me suis efforcé, à partir de ce moment-là, de lui répondre pareillement pour lui faire plaisir et pas le déranger davantage, bref. Et je me suis même amusé à écrire de temps en temps. Je prenais des notes quand il me sortait une expression un peu particulière, un mot que je ne connaissais pas, ou très peu, ou très mal. Donc je notais. Et alors ça aussi, ça l'amusait. Et un jour, je n'avais pas noté grand-chose. Et puis à la fin de l'après-midi, lorsque j'avais été le voir, il me dit « Ben, neuil, t'es ouais à vrai ». Ce qui veut dire, ben aujourd'hui, tu as peu travaillé. Alors, ça montre bien que lui aussi, ça lui faisait plaisir que je note certaines choses et que je prenne ce langage en considération. Aïe, quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, une fois que j'ai revenu à Mojo. Et j'ai dit à mon père, tu sais, une taille, le Louis, et me traité de valchi cocombre. Ça fait que mon père m'a dit « Ah, était traité de valchi cocombre ». Eh bien, tu sais, ça agit. Le cas où d'après, tu dirais « Eh bien, tu
ein Titschi Salat. C'est une langue, on ne va pas dire complexe, mais comme toutes les langues, qui est constituée de différents substrats, voilà, différents emprunts. Donc vous avez la majorité, donc la partie la plus importante de la langue, de cette langue, c'est le latin. Le latin, que ce soit des noms, des verbes, etc., c'est vraiment du latin. Ensuite, vous avez également toute une partie germanique, d'origine germanique, qui concerne en priorité tout ce qui a trait à l'agriculture, le travail de la terre, la fabrication du fromage, et même pour la distillation, même pour cette activité-là, vous avez énormément de mots d'origine germanique. Hein. Par exemple, pour la distillation, on aura les caisses, hein, donc c'est la caisse, l'alambic, l'Offerlauf, etc. Hein, donc le premier alcool qui coule, etc. Et à côté de ça, vous avez aussi encore quelques mots de celtes. Pas des masses, mais il y en a encore quelques-uns, surtout dans des noms d'animaux. Par exemple, nous avons le blaireau qu'on appelle le tachot, hein, c'est de l'ancien gaulois, taxus. Et puis, il y a, alors on trouve aussi des mots celtes dans les lieux-dits. Alors c'est assez amusant parce que j'ai trouvé des noms de lieux-dits comme Kermodé avec le préfixe ker qu'on retrouve en breton et qui signifie donc la ville, la maison, la ferme. Alors, en dernier lieu, il y a quelques petits mots étrangers. Alors, il y en a un qui m'amuse bien, c'est les maltes. Alors, les maltes, c'est le mortier. Et ça a été introduit par les maçons italiens, parce qu'il y a eu énormément de maçons italiens qui sont rendus dans le pays belge, surtout après la Première Guerre et encore après la Deuxième, pour reconstruire tous ces villages qui avaient été détruits. Et alors, un mot qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est un mot de polonais. Alors, je pense que ça a dû être rapporté lors des campagnes de Napoléon. Donc, c'est un mot lochik qui veut dire le fromage blanc. Voilà, un petit peu la constitution de notre langue. Nous avons fait 2 enquêtes sur la pratique. Donc, dans le village de Fréland et dans le village de La Baroche. Et on s'est rendu compte que les locuteurs courants, qui parlent encore couramment le belge, il y en a à peu près encore 5-6%. Et ce sont tous des gens qui ont, pour la plupart, donc plus de 70 ans. Entre 50 et 60 ans, les gens comprennent encore tout, utilisent encore pas mal d'expressions, le parlent occasionnellement. En dessous de 50 ans, on comprend, mais pas tout. On utilise aussi encore quelques mots. Alors en dessous de 30 ans, alors là, ça devient beaucoup plus problématique. C'est plus que quelques expressions, quelques mots qui sortent comme ça, parfois même sans le savoir. Et alors en ce qui concerne la jeunesse, alors là, c'est le problème le plus important. Je connais une famille sur la Baroche où les enfants pratiquent encore le patois. C'est le seul cas que je connaisse. Je ne veux pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres, mais c'est le seul cas que je connaisse. Alors, où est-ce qu'on pratique encore cette langue, ce roman? Donc, vous avez en Alsace 5 secteurs. 4 principaux qui se situent dans le fond de certaines vallées vosgiennes. Donc, je commence par la vallée de Schirmeck. Hein. Le fond de la vallée de Schirmeck, vous avez le fond de la vallée de Villers, le fond de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, et donc chez nous, dans le pays, le canton vert, le pays belge, avec 5 villages, les villages de La Baroche, de Fréland, d'Orbay, du Bonhomme et de la Poutroie. Alors à côté de ça, vous avez au niveau du Sundgau, donc à la limite du territoire de Belfort et du Haut-Rhin, vous avez là une douzaine de communes où on parle également encore, très occasionnellement c'est vrai, le patois, mais c'est un patois qui tire davantage sur le franc-comtois. Voilà, en gros. Nous avons sur Fréland recensé 230 familles
où l'un des deux ou les deux, papa et maman, donc, sont encore pratiquants. Par contre, vous avez quand même dans ce même village 300 familles où aucun n'est pratiquant, parce que ce sont des villages qui sont devenus un petit peu des villages dortoirs. Ce qui fait que lorsqu'on dit qu'il n'y a plus que 6% de gens qui le pratiquent, il faut quand même un peu pondérer ce chiffre-là, parce que dans ces villages habitent beaucoup de gens qui ne sont pas originaires, qui ne sont pas belges, qui ne sont pas originaires du secteur. Dans les familles, de moins en moins, il y a de locuteurs. Hein. Je parle d'un cas personnel. Hein. Donc, mon épouse est lorraine, lorraine francophone. Donc, notre langue commune, ça n'est ni l'alsacien, ça n'est ni le patois, c'est le français. Ce qui fait que mes enfants connaissent très peu l'alsacien et très peu le patois. Donc, si on veut faire quelque chose à ce niveau-là, que ça puisse perdurer, il faut en passer par l'école. Et peut-être aussi par tout ce qui est extrascolaire. Je pense que c'est une langue qui se pratique depuis l'époque gallo-romaine. On sait que la population était déjà sur place à l'époque de l'âge de bronze, de l'âge du fer. On a trouvé des haches, des choses comme ça, exposées au musée Unterlinden. Et pendant l'époque romaine, il y avait une voie très importante, la Via Petrosa, qui allait donc de Horbourg jusqu'à Toul. Et forcément, puisque c'était une région difficilement d'accès, avec des chemins difficilement praticables sans doute aussi, il a fallu toute une infrastructure. Il a fallu des hôtels pour accueillir, enfin des lieux pour accueillir ces gens de passage, des forgerons pour ferrer les chevaux, des charrons, enfin... Il a fallu toute cette structure-là. Et petit à petit, on pense que la région s'est peuplée donc de cette manière. Alors, il y a sûrement eu aussi l'influence des abbayes. Par exemple, l'abbaye de Saint-Dié avait des possessions très importantes dans toute la vallée de Kaisersberg. Et à la Baroche également, dont un lieu s'appelle Le Fête, Festum, qui est donc signalé sous ce nom-là dans les archives. L'abbaye également de Péris qui s'est installée au XIIe siècle, donc qui a dû contribuer également au peuplement et puis au développement donc, de l'agriculture dans ce secteur. Alors, je ne vais pas revenir sur le développement donc, de la langue, mais on sait que ce gallo-romain s'est maintenu, d'après les chercheurs, au moins jusqu'au 8e siècle, et même certains disent même jusqu'au 10e siècle. Alors pourquoi est-ce qu'il se serait maintenu là-haut, et pas dans le bas des vallées, dans les piémonts ou dans la plaine, hein, ou à l'entrée des vallées? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui pensent que lors de l'invasion des Alamans, un certain nombre de familles se sont peut-être réfugiées dans ces montagnes pour éviter l'envahisseur. C'est possible. Et donc, ça aurait contribué également au maintien de la langue. Et dans cette hypothèse, j'ai fait une constatation assez intéressante, c'est que les villages de l'entrée de plaine, de l'entrée de vallée, sont pratiquement tous des noms en heim, donc avec le suffixe germanique. Alors que dans le Piémont, on a des villages avec le nom en vir, donc villare, donc l'origine latine du suffixe. Et deux noms m'ont particulièrement intéressé, c'est Ingiville, qui avait en départ donc, le suffixe latin, qui a été transformé ensuite avec le suffixe heim en germanique, mais que les Welsh ont toujours continué d'appeler avec le suffixe latin. Un autre nom de village, c'est Sigolsheim, Montem Sigoldus. Et donc ce nom est resté également en usage chez les Welsh sous l'appellation Sevomo. Il n'y a jamais eu le passage donc, du latin au germanique.
Alors, certains disent aussi que, on l'a entendu souvent, que la population belge remonterait à la guerre de 30 ans. J'ai fait quelques recherches aussi à ce niveau-là. Alors c'est vrai que les villages ont été particulièrement massacrés, essentiellement ceux qui se trouvaient sur la route donc principale, le village du Bonhomme, le village de la Poutroie, mais que les villages qui étaient un petit peu en dehors de cet grand axe de circulation étaient sans doute beaucoup plus épargnés. Le village de la Baroche et le village de Fréland. Et donc par la suite, il y a eu un apport. On sait que Louis XIV a fait venir des Vosgiens pour repeupler un petit peu le secteur. Et on sait qu'il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés du côté surtout de Remiremont. Il y a aussi d'autres secteurs. Et j'ai essayé de voir quelle a pu être leur influence au niveau de la langue. Et alors d'abord, ça s'est fait progressivement, on le sait, lorsqu'on regarde les archives, les actes de mariage et ces choses-là, que ça s'est fait très très progressivement, qu'il n'y a pas eu un afflux massif d'un coup. Et au niveau de la langue, les Vosgiens ont un son qui ressemble au r allemand. Je prends un exemple, pour une maison, ils disent un moro. À la Baroche, dans notre secteur, on dit un mojo. Et donc c'est un son que nous n'avons pas, alors qu'eux l'ont. Donc ça veut dire que s'il y avait eu une importation importante donc de Vosgiens, c'est cette pratique qu'aurait été implantée. Or, ils ont utilisé le langage des gens qui étaient dans le secteur. Alors j'ai aussi essayé de voir au niveau des traditions. Du côté vosgien, on trouve des traditions, les chants gaulois, enfin des choses de ce genre-là, et que je ne retrouve pas non plus chez nous. Donc, je ne trouve pas de traces de ce qui aurait pu être apporté des Vosgiens chez nous. La seule chose que je puisse dire, c'est que, par exemple, le patois du Bonhomme, c'est celui qui ressemble le plus au patois de Fraise, qui est juste de l'autre côté, donc du col du Bonhomme. Mais alors, c'est probablement dû aussi au fait que la proximité est très très importante. Hein. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre et qu'il y avait beaucoup de passages d'un côté à l'autre de la vallée, même déjà dans des temps reculés. Hein. Voilà. Donc, si on veut, le belge fait partie de cette grande famille de ce qu'on appelle les langues d'Oïl. Donc il y a une grande parenté avec du roman qui se parle, par exemple, du côté de Fourgerolles, qui se parlait en Lorraine francophone. Il y a une parenté avec le wallon, très grande parenté également. Et je dirais que c'est la même famille de langues. On dit que donc c'est un patois roman. C'est une langue romane et on peut rencontrer des différences. Il y a des mots qui sont différents d'un secteur à l'autre, bien sûr, mais la grosse différence, c'est surtout une différence de prononciation. C'est à ça aussi qu'on reconnaît les patoisans, de savoir de quel secteur ils viennent. Et ça, je veux dire, c'est valable pour l'Alsace et c'est valable chez nous. Sur les 5 villages, vous avez des différences assez importantes. La différence la plus importante se trouve entre la Baroche et Fréland. Il n'y a pas eu d'œuvre littéraire. Ça, c'est certain. Les premiers écrits remontent, le tout premier, c'est 842, hein, le serment de Strasbourg, mais qui s'apparentait plus à du latin encore qu'à du gallo-romain. Ensuite, il faut attendre très longtemps, il faut attendre 1775 pour voir Oberlin travailler sur le patois donc, du banc de la Roche. C'était le premier écrit. Alors, quelques récits, quelques comparaisons avec les patois de différents secteurs, même du gascon, et puis un glossaire. Ensuite, eh bien, il faut attendre de nouveau jusqu'en 1900 pour voir naître une grammaire complète, mais vraiment complète, écrite par l'abbé Simon, donc, qui était abbé à la Poutroie,
qui a écrit ce livre et qui sert encore actuellement, qui me sert encore aussi actuellement. Alors, juste avant, et c'est assez, comment dire, c'est surprenant, ce sont des professeurs allemands qui se sont intéressés à notre patois. Et donc, après l'annexion de 1870, il y a eu des profs allemands donc, qui sont venus dans notre secteur pour étudier. Il y a eu Lamm, il y a eu Hürtel, il y a eu Horning, dont certains ont fait des ouvrages assez conséquents, des comparaisons entre le patois de la Baroche, le patois de Belmont. Et ensuite, il faut de nouveau attendre très très longtemps, jusqu'en 1985, pour voir 83 d'abord, le glossaire du Val d'Orbais et le glossaire du patois belge à la Baroche. Voilà. Mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas d'œuvre. Alors j'ai aussi trouvé, et c'est assez rigolo, des mots de patois dans des actes de donation, parce que dans ma famille, on a déjà fait des actes de donation dans les années 1600. Les seuls documents administratifs, ce sont ça, hein, ce sont donc les urbaires, les relevés donc, de propriété, où on trouve des noms de lieux-dits qui sont écrits en belge, des États donc, où on trouve également les noms de famille, et puis dans ces archives de notaires, où également on peut trouver donc, des mots de belge. Mais à part ça, non. Personnellement, et pour autant que je sache, on n'a pas trouvé d'œuvre au sens littéraire, quoi, voilà. Il y avait des relations aussi bien avec le Piémont et la Plaine qu'avec l'autre côté vosgien. Mais c'est essentiellement avec la Plaine et puis le Piémont que se faisaient les relations. Les Belges descendaient, allaient parfois très loin, ne serait-ce que pour acheter un animal. Par exemple, sur Fréland, on n'hésitait pas à aller à pied jusque dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines pour ramener un bœuf, puisqu'on n'élevait pas le bœuf dans le secteur. La vallée de Münster était très fréquentée aussi par les Belges, alors eux plus du côté d'Orbais et du côté de la Baroche, et beaucoup de Belges sont descendus dans la vallée, c'est le cas de mes parents, pour des questions professionnelles, pour trouver du travail. Quand on est à 5 sur une ferme, il n'y a pas de quoi occuper 5 familles, hein, ce n'était pas possible, donc il y en a un qui prenait la ferme et les autres se débrouillaient pour faire autre chose. Et les relations se faisaient essentiellement à pied. Essentiellement à pied. On m'a même raconté des choses assez amusantes, de gens qui descendaient donc de la Baroche jusqu'à Turckheim, qui est donc dans la vallée, pour aller prendre le train pour se rendre sur Colmar, qui descendaient en sabots. Et qui, lorsqu'ils arrivaient sur Turckheim, remettaient les sabots dans le rucksack et sortaient les chaussures pour être en chaussures dans le train. Des choses comme ça, très, très amusantes. Et on allait sur Colmar peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, lorsqu'il fallait vraiment quelque chose de particulier. Sinon, les gens trouvaient sur place à peu près tout. Il y avait tous les métiers dans un village. Il y avait forgerons, charrons, que sais-je encore, pour les choses de tous les jours. Il y avait des tailleurs, des couturières. Les gens n'avaient pas besoin de grand-chose. Donc le principal, ils le trouvaient sur place, ou alors ils descendaient sur Kaysersberg, qui était déjà un bourg plus important pour tout ce qui concerne de la quincaillerie et des choses comme ça. Ce qu'on appelle une langue pratiquement uniquement parlée. Alors j'ai aussi trouvé l'une ou l'autre carte de vœux pour Nouvel An écrite en patois, mais enfin ça va pas bien loin. Mais c'était effectivement la langue des paysans, donc pour parler du temps, pour parler de ce qu'on mange, pour parler des travaux, des soucis qu'on peut avoir. Voilà, une langue de communication pour le quotidien. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne puisse pas élaborer des théories, échafauder comme ça des hypothèses, mais enfin c'est essentiellement une langue parlée. Et c'est probablement aussi pour cette raison que cette langue, du fait
peut-être d'une pauvreté relative, peut-être aussi dû à l'accent. Cette langue s'est perdue relativement rapidement dans les bourgs plus importants. Par exemple, sur la Poutroie ou sur Orbey, l'intérieur du village a perdu assez rapidement l'usage du patois, qui s'est surtout maintenu dans les écarts, dans les fermes des alentours, où les paysans pratiquent encore actuellement entre eux, pas systématiquement, mais assez souvent, donc le patois. L'abbé Grégoire, du temps de la Révolution, voulait anéantir, c'est bien le mot qu'il utilise, anéantir les patois. Bon, il n'y a pas réussi, heureusement. Ensuite, il y a eu essentiellement une pression après la Deuxième Guerre mondiale. Comme pour l'alsacien, le patois était interdit de pratique au niveau de l'école. Un enfant qui était pris en train de parler avait une punition, exactement comme en Alsace. Ce qui fait que ça a fortement contribué à faire diminuer la pratique. Et en plus, on disait aux enfants, mais ce n'est pas une langue qui permet de faire des études, c'est une langue qui ne sert à rien, et il faut parler français, voilà. Et donc, à force de déconsidérer une langue, eh bien oui, on finit par l'accepter, et puis malheureusement. Alors actuellement, on peut dire qu'il y a un renouveau. On se rend compte qu'il y a de nouveau un intérêt. Et ça, ce n'est pas quelque chose de récent. J'avais déjà remarqué quelque chose de semblable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, du fait que l'allemand ne connaissait pas le patois, ça permettait de communiquer beaucoup plus librement entre soi dans cette langue-là, et donc l'allemand ne comprenait pas. Donc actuellement, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais on se dit qu'il y a quelque chose qui est en danger et qui mérite d'être remis en valeur. On se rend compte que toute langue a une richesse, et le patois, comme toute autre langue, a des richesses particulières. Il y a de nouveau un intérêt, et cet intérêt, il se manifeste. Nous organisons des tables de patois. Ça fait 15 ans que nous faisons ça, et donc on en organise 3 au courant de l'année. On change de village, une fois à la Baroche, une fois à Orbey, etc., donc pour que chacun ait sa table de patois. Et nous sommes entre 80 et 120 personnes. La dernière, c'était il y a une semaine, à Fréland, nous étions 120 personnes. C'est quand même pas rien. J'ai été à une table de patois sur Colmar, voilà, et bien, je peux vous le dire, il y avait 25 personnes, dont 10 personnes qui faisaient partie des organisateurs. Ce qui fait que je me dis, nous avons aussi des atouts, nous avons quelque chose qui mérite d'être mis en valeur et d'être défendu. Moyenne d'âge élevée, on va dire 70 ans. Il y a quand même de nouveau des plus jeunes qui arrivent et puis qui s'investissent et qui viennent surtout, pas simplement pour voir ou écouter, mais qui viennent pour participer et qui viennent régulièrement, systématiquement. On a un noyau dur, on peut dire c'est un noyau dur, mais je veux dire d'au moins 80 personnes ou 70 personnes qui sont là systématiquement à toutes nos tables. Chaque année, ça fait aussi une quinzaine d'années, qu'il y a un colloque de patoisans qui regroupe donc une douzaine d'associations qui s'occupent de défendre le patois ou de le promouvoir et qui se rencontrent dans des lieux différents. Donc une fois c'est du côté vosgien, une fois c'est du côté alsacien et c'est même parfois aussi sur Belfort, du côté de Belfort. Et nous sommes toujours entre à peu près autour de 200-250 personnes. La nôtre est probablement très particulière. Elle est alsacienne tout en ne l'étant pas. Alors elle ne l'est pas dans la mesure où on ne parle pas l'alsacien. Ça paraît évident, c'est du roman. Mais il se trouve quand même que nous sommes en Alsace. Nos 4 secteurs ou 5 secteurs sont en Alsace. Et donc de ce fait-là,
notre culture est aussi alsacienne. Et elle y est également, parce que j'ai dit tout à l'heure, par le fait qu'il y a dans notre roman énormément de mots germaniques, d'alsacien ou d'allemand. Et ça surprend toujours mes amis. J'ai cet avantage par rapport à un certain nombre quand je leur dis « mais ce mot, c'est pas du roman, c'est de l'alsacien, c'est d'origine allemande ». Alors ça les surprend, mais c'est la réalité quand même. Et donc de ce fait-là, nous sommes aussi de culture germanique, si on veut. Voilà. Ça est de mologie. Alors vous voyez, Eli sok tiro et gauche, sok tiro et droite. Je trouve que ça dématch. Faro canalus tortue dans les mêmes directions. Et ça est de mologie, je ne sais pas si on arriverait à le faire. Donc je disais que je trouve dommage qu'il n'y ait pas davantage d'unité. Il y a ceux qui vont d'un côté, ceux qui vont de l'autre côté. On le voit pour le Grand Est et puis pour les deux départements, la communauté, etc. Bref, je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas plus unis et qu'on n'essaye pas d'aller dans la même direction, parce que ce qui mérite d'être défendu, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour qu'on garde une identité, quelque chose où on puisse se raccrocher, se reconnaître, d'avoir nos racines. C'est important qu'on puisse garder nos racines.